Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour l'analyse de Saint-Gobain suite à la publication de ses résultats annuels. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et on commence tout de suite avec le cours de l'action Saint-Gobain. C'est simple, on est au plus haut absolu. Donc, est-ce que c'est encore le moment de s'intéresser à cette entreprise? On va regarder ça. Évolution du chiffre d'affaires. On est sur une médiane de 2,14%, donc il n'y a pas de croissance chez Saint-Gobain, c'est plutôt stable, c'est plutôt mature comme activité. En 2023 et en 2024, on a des décroissances. Mais en fait, il faut apporter un bémol à cette analyse. La décroissance provient du fait que le périmètre de l'entreprise a changé à partir de 2022-2023. L'entreprise s'est mise à céder ses activités à faible marge et à se recentrer sur les activités à meilleure marge. Et donc ça, c'est très bien parce que ça permet d'augmenter les bénéfices, même si le chiffre d'affaires est en baisse. Donc, il faut pas tirer une conclusion hâtive sur cette baisse du chiffre d'affaires, c'est pas défavorable en fait chez Saint-Gobain. D'autre part, l'entreprise continue à faire des petites acquisitions, voire des grosses acquisitions, pour consolider ses parts de marché, et notamment dans les segments à plus forte marge. Donc ça c'est intéressant. Voilà. On peut se dire qu'on est sur une activité, quoi qu'il en soit, qui est tout de même mature, mais ce qui va jouer plutôt pour Saint-Gobain, c'est l'augmentation de la qualité de l'entreprise, et ça passe par la hausse des marges, et c'est ce qu'on voit ici. Et ça, c'est très beau. C'est-à-dire que depuis 2021, toutes les marges sont en hausse. Donc le taux de marge brute est en hausse. On est sur du 27,6% contre une médiane de 25,5%. Mais là où c'est le plus impressionnant, c'est sur le taux de marge d'EBITDA. Donc on a dégagé une excellente amélioration de l'efficience opérationnelle. On se situe sur quasiment du 17% de taux de marge d'EBITDA, ce qui est très beau. La médiane est à 11%, donc on a gagné quand même 50%. Magnifique. Et le taux de marge net, c'est pareil, il a suivi la même trajectoire, alors avec une moindre amplitude, mais il s'est quand même amélioré sur la période. On est à 6%, il a quasiment doublé d'ailleurs. On est à 6% contre 3,6% en médiane. Donc excellent. Donc là, Saint-Gobain, c'est l'histoire d'une boîte qui a changé le business model et qui s'est mise à monter en qualité. Et bravo au management pour avoir réussi à faire ça. On continue. La conversion des bénéfices nets en free cash flow. Free cash flow plus élevé que les bénéfices nets. D'où est-ce que ça vient? Est-ce qu'on a amélioré la variation du BFR? Oui, pour 9 milliards. Donc excellent. Est-ce que on arrête d'investir dans l'appareil productif? On regarde, les dépréciations et amortissements sont supérieurs au capex, donc ça veut dire que on investit moins dans l'appareil productif de l'entreprise. Toujours pareil, ça peut être une bonne chose si en fait on n'investit plus dans des segments qui sont par exemple moins porteurs. Ça peut être une mauvaise chose si ça fait baisser la croissance, si à cause du sous-investissement on baisse en part de marché et on n'arrive pas à capter la croissance. Donc ça à voir. Faisons confiance au management sur ces décisions d'allocation du capital. On a vu qu'ils ont quand même réussi à bien augmenter les marges et ils font plutôt de la croissance par acquisition. Donc voilà. Je pense que c'est pas un gros risque qu'on arrête d'investir en fait qu'on arrête d'investir dans l'appareil productif. Et est-ce qu'on a des other non-cash items? On en a pour 15 milliards, donc il faut aller analyser de quoi il s'agit dans les tableaux de flux de trésorerie. Je pense que là vous avez à peu près toute l'explication de cette différence entre les bénéfices nets et les free cash flow. Pour être conservateur, on utilisera les free cash flow pour valoriser l'entreprise si elle n'est pas endettée. On continue avec la rentabilité opérationnelle. On est sur une médiane de 8,2, ce qui est convenable, et on a réussi à hisser le rendement des capitaux investis à 9,5. Donc très bon également. On est largement supérieur à la croissance en termes de rentabilité, donc on arrive à autofinancer l'activité, et ensuite on va pouvoir dégager du cash pour faire des acquisitions éventuellement, pour rendre du cash aux actionnaires, pour rémunérer l'actionnaire, donc ou se désendetter. Donc ça c'est très bon, et on va regarder le niveau d'endettement. On est sur une dette nette qui représente légèrement plus qu'une fois l'EBITDA, donc il n'y a pas trop de sujets sur ce niveau d'endettement, il est complètement soutenable, on peut même rester à ce niveau-là sans problème pour prioriser d'autres allocations du capital possibles. On voit qu'on est sur entre 3 et 4 fois les free cash flow, donc pas de problème pour rembourser cette dette, et si on n'a pas envie de la rembourser immédiatement, c'est pas très grave non plus. La rémunération des actionnaires, on est sur un dividende qui est payé. Alors on a un dividende d'à peu près 1 milliard sur une market cap de 48 milliards, donc ce rendement du dividende il est à peu près à 2%, ce qui est intéressant. Il est en augmentation assez régulière, donc ça c'est pas mal. On a un payout ratio qui est faible en plus, on a un tiers de free cash flow, voire moins, donc on pourrait augmenter ce dividende ou faire des rachats d'actions, ce qui est plus intéressant, ce qui est plus efficient fiscalement, et c'est ce que fait Saint-Gobain depuis assez longtemps en fait. L'entreprise rachète des actions, on va dire, depuis 2016, de manière assez structurelle.
Donc ça augmente le rendement de l'actionnaire qui se situe à 3,4%, ce qui est plutôt pas mal pour un actionnaire de long terme. On continue avec la valorisation du groupe. Comme il y a un peu de dette, on se met en valeur comprise sur EBITDA. Et on est donc en absolu sur un niveau qui est assez faible. À l'heure actuelle, on est sur du 7,3, ce qui est pas très élevé, parce qu'il est moyen, on va dire, qui est médian comme niveau. Mais l'historique, la médiane historique est à 6,4. Donc c'est-à-dire qu'on est surcoté par rapport à l'historique. Maintenant, le profit de la société a changé depuis 2021. Donc est-ce que ce multiple-là est toujours, cette médiane de multiple est toujours d'actualité? Ça reste à voir. Est-ce qu'on a des projections d'EBITDA sur les prochaines années? On a une projection et on est toujours surcoté par rapport à la médiane historique. Ce qu'on peut faire, pour être pas trop pessimiste, on peut zoomer un petit peu sur les dernières années, mais même sur les dernières années, en fait, la médiane d'EBITDA, elle est à 5,5, ce qui est plus faible que la médiane historique à 10 ans. Donc peut-être que, voilà, difficile à dire où se trouve la médiane de valorisation maintenant, vu que le profit de la société a changé. Dans l'absolu, on n'est pas sur un niveau qui est très cher payé, donc je pense que Saint-Gobain, et ça sera la conclusion de cette vidéo, même au cours actuel, je pense que c'est pas si mauvais. C'est pas si mauvais. On est typiquement sur une entreprise value. En plus, il y a quand même un rendement du dividende qui est intéressant avec les rachats d'actions, qui permet de tenir la position avec moins de volatilité pour l'actionnaire. Donc ça peut être intéressant. Saint-Gobain, c'est un beau dossier value. Si vous êtes intéressé, mettez-le en watchlist et creusez le dossier, lisez les communiqués de presse, les résultats, etc. Et puis faites-vous votre avis. Moi, je pense que quantitativement, c'est intéressant. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.